Donc, bienvenue à toutes et à tous à ce forum intitulé des CCAS confrontés à l'explosion des besoins. Donc, je pense que ça ne va pas vous surprendre, hein, des besoins de toutes sortes. C'est vrai qu'on va démarrer ce forum sur la hausse de la précarité. Hausse de la précarité notamment due à la hausse de l'inflation, mais pas uniquement. On va parler aussi un peu du contexte financier. Ça, on peut faire confiance. Je vois Philippe Laurent en face de moi ou Luc Carvounas, un des coprésidents de ce forum, pour en parler. Les coupes budgétaires importantes. Donc on sait que dans ce contexte, déjà les CCAS qui sont confrontés à de plus en plus de demandes, dans ce contexte financier, j'ai envie de dire, il y a un effet de ciseau. Je vais dire de faire plus avec moins de moyens. Donc on sait très bien qu'il y a une part de difficulté, voire d'impossibilité. Donc notre forum sera organisé, comme je vous disais, autour de deux séquences. Tout d'abord sur les CCAS face à la hausse de la précarité, et une seconde séquence sur la question plus des EHPAD publics et comment les CCAS peuvent répondre aux besoins grandissants des personnes âgées et de l'accueil des personnes âgées. On dira un mot aussi sur la question de l'aide à la domicile. On a la chance aussi d'avoir un grand témoin pour ce forum, avec Jean Stelli-Tano, qui est le secrétaire national du Secours populaire. Alors, comme vous le savez peut-être, depuis déjà 18 ans, le Secours populaire publie chaque année au mois de septembre un baromètre sur la précarité et la pauvreté. Donc, l'avantage d'un baromètre, hein, c'est de voir vraiment les progressions ou les baisses. Malheureusement, on est plutôt sur des progressions, et surtout qui est nette entre 2023 et 2024. Donc, il nous donnera quelques-uns des chiffres et un peu les leçons qu'il en tire. Et étant un gros réseau associatif, le lien aussi entre les associations et les CCAS. Je vous présente nos intervenants. Tout d'abord, ce forum est coprésidé par les deux coprésidents de la commission des affaires sociales de l'AMF, avec Luc Carvounas, maire d'Alfortville, et également président de l'UNCAS, l'Union nationale des CCAS. Et Marilène Millet, maire de Saint-Genis-Laval, et donc également coprésidente de cette commission des affaires sociales. Donc, première table ronde, comme je vous disais, des CCAS en première ligne face à l'hausse de la précarité et au nouveau public. Donc, ce que je vous propose, c'est que je présenterai les intervenants, après peut-être les quelques mots, plus que quelques mots, hein, je ne vais pas vous brimer plus que ça, de Jean Stelli-Tano, à qui j'ai demandé de faire court, hein, parce que le temps est compté. On essaiera au maximum de vous donner la parole. Donc une dizaine de minutes pour présenter les grands chiffres du dernier baromètre du Secours populaire. Donc voilà. Oui, merci de vous lever. Bon, comme ça, on vous voit mieux sur les écrans. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Effectivement, donc tous les ans, nous publions au mois de septembre le baromètre Ipsos qui nous permet de prendre la température et surtout d'y mettre des chiffres, parce que c'est vrai qu'au Secours populaire, c'est 90 000 bénévoles sur le territoire, c'est plusieurs milliers de structures locales. Certainement que près de chez vous, vous avez un comité, une antenne du Secours populaire, sans parler des antennes mobiles et les Solidaribus. Donc les bénévoles, ça, ils le vivent au quotidien, comme le vivent aussi les CCAS. Mais à un moment donné, c'est bien de pouvoir aussi trouver un temps pour pouvoir y mettre quelques indicateurs, prendre la température. Et effectivement, notre baromètre, cette année encore, alors il a porté à la fois sur un public très large, mais aussi avec une focale sur la ruralité. Et puis aussi une nouveauté, c'est qu'on interroge aussi d'autres populations en Europe pour pouvoir comparer les problématiques. Donc on m'a demandé de faire court. Et donc le sujet, c'est effectivement cette précarité que nous vivons tous, qui augmente d'année en année. Alors il y a différentes possibilités de le verbaliser, mais nous, on l'a en chiffres. Donc ce document-là, il est accessible, hein, vous pouvez, il est exhaustif, donc vous pouvez le télécharger, il n'y a pas de problème. Pour nous, ce qui est important, c'est le sentiment que les publics ont face à la précarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a presque 2 Français sur 3 qui se disent
plus ou moins vulnérables ou touchés par la précarité. 2 Français sur 3, 62% pour être précis. Et donc effectivement, ça interpelle parce que ce sentiment d'insécurité que du coup cela induit, eh ben, ça agit sur nos comportements, sur notre consommation, sur l'épargne et sur aussi... Et c'est en hausse depuis 2023. Hein. C'est ça, c'est une hausse, voilà, c'est un chiffre qui malheureusement progresse d'année en année. Et puis il y a un autre chiffre aussi intéressant, c'est l'indicateur de à partir de quel montant on est pauvre. Et effectivement, on s'est aperçu cette année que ce sentiment impalpable, ce ressenti, eh bien, il était voisin, pour ne pas dire égal, à la valeur du SMIC. Parce qu'on a un seuil de pauvreté de l'INSEE, mais celui-là, c'est un indicateur statistique. Ce qui est important, c'est le ressenti des gens. Et aujourd'hui, les gens qu'on a interrogés nous disent, finalement, avec un SMIC, je me sens pauvre. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que quand on a créé le SMIC, on pensait qu'on allait être pauvre. Donc on pensait justement que ça permettait de sortir et d'avoir une autonomie financière et économique. Donc là, cet indicateur-là aussi, il nous préoccupe. Et puis un autre élément important, c'est qu'avec la dématérialisation, la France 2.0, eh bien, on a mis beaucoup de Français hors course et pas nécessairement ceux auxquels on pense en premier, c'est-à-dire les seniors. On l'a constaté dans nos antennes étudiantes, qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient des difficultés d'accès à la CAF, des sujets que vous connaissez, vous, dans les CCAS. On travaille aussi avec les assistantes sociales des CROUS et des universités où on est confronté aux mêmes difficultés qu'on peut avoir avec des seniors et pas nécessairement en zone rurale non plus. Donc ça, c'est une vraie préoccupation parce que là, ça veut dire que l'institution, elle met les gens en précarité. Aujourd'hui, les difficultés que nous voyons, des gens qui viennent dans nos antennes, nous disent, voilà, j'ai plus accès à ma pension d'invalidité parce que le dossier il est trop long. Donc on m'a coupé. La CAF, il manque un document et on m'a bloqué ma pension, on m'a bloqué mes allocations. Et donc on voit que la machine à précarité tourne à plein régime dans notre pays et qu'effectivement, les gens viennent dans nos associations, comme le Secours Populaire, pour trouver des solutions, pour trouver une aide qui passe souvent par l'aide alimentaire dans un premier temps. Donc c'est l'accès au droit qui recule. Hein. C'est un des principaux effets de la fracture numérique et qui s'amplifie. C'est effectivement l'accès au droit qui recule. Très bien, tout à fait. Là, on voit bien qu'il y a des gens qui ont des droits ou qui en avaient et qui les perdent. Ils ne savent pas pourquoi, parce qu'ils ont oublié, ils n'ont pas pu télécharger leur dernière feuille d'impôt. C'est des fois des détails, mais on met un caillou dans l'engrenage, tout s'arrête. Et là, on a des gens qui tombent dans la précarité. On parle souvent des étrangers, le nombre de personnes qui ont une carte de séjour de 10 ans, qui arrivent aux périodes de renouvellement et qui voient qu'ils n'ont toujours pas le renouvellement. Donc, si ce n'est pas autre chose que de mettre des gens en précarité avec des ruptures de bail, des ruptures de contrat, parce que le titre de séjour n'est plus valide, non pas parce que la personne n'a plus le droit d'être sur le territoire, mais tout simplement parce que l'administration ne suit pas et les moyens ne sont pas là pour permettre aux gens de continuer à vivre dignement, effectivement, au Secours Populaire, on crie haut et fort, il faut absolument remettre l'humain au centre de nos administrations, remettre l'humain au centre des services publics, parce qu'effectivement, ce n'est pas normal qu'on soit obligé, nous, de développer des solidaribus pour aller dans les villages, pour aller rencontrer les gens, alors que normalement, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'avait pas besoin. Donc il y a plus de 100 solidaribus au Secours Populaire. Ce sont des moyens. Ça veut dire qu'il faut mobiliser des bénévoles. Il faut des moyens pour faire tourner. Alors que peut-être qu'avant, on arrivait à très bien se débrouiller sans. Il y a une autre slide qu'on va peut-être passer. Voilà. Voilà, ça, il y a ce chiffre de 62% que vous citiez, avec cette hausse de 4% depuis 2023. C'est ça. La machine se remet en route. Et aussi un autre élément, c'est que plus des 2/3 aussi des Français pensent que leurs enfants vont être exposés à la précarité, à la pauvreté. Donc ça veut dire que l'avenir que les parents ont de leurs enfants est très très pessimiste. Et ça aussi, ça contribue à faire que le climat social se détériore dans notre pays, que le vivre ensemble se détériore. Et effectivement, là aussi, l'avenir des enfants est mis en cause par les parents parce qu'ils se disent « mais quel avenir réserve-t-on à nos enfants ?» puisque aujourd'hui, je n'arrive pas moi-même à subvenir à leurs besoins. Donc, ce sont des indicateurs. Je vous invite vraiment à télécharger le baromètre. Il est très riche d'informations
Et vous verrez qu'il y a beaucoup de points, notamment sur le renoncement aux soins. Ça, c'est un point très important, c'est qu'on voit aussi, beaucoup de gens disent, bah non. Et quand j'entends aujourd'hui que des arbitrages budgétaires vont porter sur le remboursement des soins, on a de quoi être très inquiet. Parce qu'encore une fois, ce sont les plus précaires, les plus fragiles, qui vont avoir du mal à payer la différence chez le médecin. Les cadres supérieurs n'auront jamais de problème. Ça a un impact, bien sûr, mais pas autant pour les personnes les plus fragiles. Quand on avait échangé, vous m'aviez dit, au-delà de progression, c'est un phénomène qui devient quasi structurel, qui s'enracine, qui s'ancre. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Hein. Avant, au Secours Populaire, on était en humanitaire. On est une association de solidarité. On aidait les gens qui avaient des accidents de la vie. Aujourd'hui, depuis la Covid, nous voyons des gens qui travaillent, qui ont un salaire, qui normalement devraient vivre en autonomie financière et qui frappent à la porte du Secours Populaire ou d'autres associations comme la nôtre. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on devient un supplétif de Pôle emploi, enfin de France Travail maintenant. On devient un supplétif de l'État, on devient un sous-Lidl. Et donc là, effectivement, pour le Secours Populaire, comme d'autres associations, on s'interroge sur nos missions, qui ne sont pas normalement des missions de service public, mais d'humanité et de solidarité. Merci beaucoup. Je ferai une autre chose que vous n'avez peut-être pas dite en tant que telle, mais qui découlait, phénomène qui n'est pas nouveau de ce qu'on a appelé à une époque les travailleurs pauvres, qui s'amplifie aussi. Et ça, on reviendra, et je vous redonnerai peut-être la parole là-dessus, de voir effectivement ce phénomène qui était quand même, je ne dirais pas marginal, mais moins important, effectivement, et de plus en plus fort. Merci beaucoup en tout cas. Ce que je vous propose, je vais vous proposer présenter les 4 intervenants de notre première séquence. Et après, je demanderai à Luc Carvounas, qui, comme je vous disais, également président de l'ONCAS, de réagir un peu à ces chiffres. C'est vrai que l'ONCAS, depuis quelques années, a son propre baromètre. Et c'est vrai que l'AMF aussi, hein, sur ce qu'on a vu comme chiffre, comme tendance, l'AMF comme l'ONCAS réagissent beaucoup et interpellent le gouvernement avec des résultats mitigés, je ne sais comment dire. Donc, première table ronde, justement, on va revenir sur cette notion de hausse de la précarité et aussi de nouveaux publics. On l'a abordé un petit peu avec de plus en plus de jeunes, mais on le voit aussi dans les bureaux des CCAS, où ils sont de plus en plus nombreux. Donc, tout d'abord, Agnès Bourget, vous êtes maire de Rezé, en Loire-Atlantique. Yolène Largène-Marine, première adjointe au maire de Schœlcher, en Martinique. Ali Moussa Ben, maire de Brandélé, à Mayotte. Donc voilà, on aura aussi donc un regard sur 2 territoires ultramarins avec des contextes différents, avec évidemment la situation très particulière de Mayotte, mais effectivement, ça sera intéressant aussi pour notre débat d'avoir votre témoignage. Alors peut-être un mot de réaction tout d'abord de Luc Carvounas sur les chiffres. Bon, je pense que vous n'avez pas appris énormément de choses, mais quand même une réaction. Et c'est vrai que vous avez publié une tribune dans la Gazette il y a quelques jours. Vous revenez sur cette question-là. Vous êtes assez remonté à juste titre. Donc, votre réaction. Je défends les intérêts des maires que nous sommes. Bonjour à toutes et à tous. Non, malheureusement, ce baromètre annuel du Secours populaire, nous ne le découvrons pas, nous les maires, présidents de CCAS, où chaque année, on se rend compte que la pauvreté s'installe un peu plus dans nos territoires. Et encore plus dans les territoires ultramarins qu'en hexagone. C'est pour cela qu'on est en plein débat sur le projet de loi de finances. Le seul signal qui est aujourd'hui envoyé, alors qu'on connaît la situation à Mayotte, l'UNCAS a beaucoup participé à travailler à Mayotte avec les CCAS et les agents communaux de ces CCAS, mais aussi en Martinique, en Nouvelle-Calédonie. On voit bien tout ce qui est en train de se passer sur la question de la vie chère. La réponse aujourd'hui à plus de 2 millions de nos compatriotes du gouvernement, c'est de baisser le budget lié au territoire ultramarin de 8% quasiment, soit 200 millions d'euros. Donc le compte n'y est pas. Et aujourd'hui, l'UNCAS et l'AMF, nous nous sommes rendus compte de ce sujet d'une pauvreté, d'une précarité grandissante dans nos territoires. Et on s'en rend, nous les maires, assez vite compte. Un des indicateurs, j'en parlais à l'instant au début, de l'installation d'une nouvelle pauvreté, c'est tout simplement le taux de recouvrement de la restauration scolaire dans nos communes.
où l'on voit qu'il est de plus en plus, malheureusement, grandissant en négatif, parce que nos administrés savent très bien qu'on fera manger leurs enfants et que le premier poste de dépense le plus important, c'est le logement. Et je vais y revenir. En début d'année, sur ce sujet de la pauvreté et de la précarité, nous avons réuni toutes les grandes associations d'élus locaux. Et nous avons invité aussi le Secours catholique, la FAS, la Fondation Emmaüs, Maxima culpa, mea culpa, nous avons oublié le Secours populaire, on se rattrapera. Mais on a écrit à Catherine Vautrin, à l'époque ministre, et on lui a demandé une conférence du consensus avec tous les acteurs autour de la table pour traiter cette question de la montée de la pauvreté et de la précarité. On n'a pas eu de réponse, si ce n'est, comme d'habitude, alors que nous demandions une réunion collective, une sorte de vente à la découpe d'un débat en one-to-one. Ce n'est pas comme ça qu'il faut que l'on fonctionne pour les mois et années à venir. Sur le sujet du logement, nous avons interrogé nos adhérents CCAS. 65% des CCAS ont répondu qu'ils ont été sollicités pour une mise à l'abri. La question du logement, c'est 45% de public nouveau chez nous pour les CCAS sur cette question, de gens qui ont un problème pour se loger, dont un tiers dans ces 45% de nouveaux publics qui sont des salariés en CDI. Et donc la question du logement est la question majeure, celle qui frappe à la porte d'une crise sociale majeure. C'est pour ça que moi, comme maire, je défends cette densité harmonieuse, parce qu'il faut construire du logement. Construire du logement, c'est aussi apporter des services publics, du transport, des commerces et attirer des médecins. Je referme la parenthèse. Cette question, moi, dans mon tour, et j'en arrêterai là pour laisser ma collègue Marie-Hélène prendre la parole aussi, parce qu'on est pris par le temps. Cette question de la précarité et de la pauvreté, tous les collègues qui sont dans cette salle la vivent au quotidien. Je ne connais pas un collègue dans mon tour de France en Hexagone et dans les territoires ultramarins depuis 4 ans qui n'a pas abondé la dotation qu'il vote en budget au moment du vote du budget pour son CCAS. Moi, à Alfortville, en 4 ans, c'est 500 000 € de plus. Mais à un moment donné, on va avoir notre plafond de verre. À un moment donné, et c'est ce qu'on a déjà commencé à faire, nous répondons présents à cette précarité, à cette urgence sociale, parce que nous, contrairement à Bercy, on ne travaille pas avec des tableaux Excel, notre matière c'est l'humain, et donc on n'a pas le droit avec nos CCAS de baisser le rideau, et donc on essaye de répondre à des publics toujours plus importants, plus de retraités, plus de jeunes, plus de salariés, mais dans ce couple préfet-maire, si dans tout ce que j'entends aujourd'hui avec les décisions gouvernementales, on vient à mettre le bloc communal et le maire un genou à terre, mais c'est tout l'écosystème de notre société qui va vaciller. Et aujourd'hui, moi je le regrette, depuis le fameux Parlement du non-cumul, j'ai le sentiment depuis 7 ans que cette matière que l'on traite, nous les élus locaux, n'est pas leur priorité. On le voit bien. Et donc moi j'espère sincèrement que Catherine Vautrin, qui a une vision à 360 degrés, qui a été élue locale, pourra nous apporter des réponses concrètes avec le poids politique que je lui prête pour justement résister à Bercy et aux coupes. C'est important et c'est pour ça que nous participons aujourd'hui à ce type de forum. Ce n'est pas pour se plaindre. On est des élus responsables. On va participer à l'effort de guerre, évidemment, mais pas n'importe comment. Pas à 16 mois de la fin de nos mandats municipaux où on est en train de finir notre projet municipal. Je ne comprends pas, et j'en arrêterai là, je ne comprends pas la réflexion gouvernementale qui est de dire moins d'investissement public. Déjà, c'est moins de TVA pour l'État. Moins d'investissement public, donc qu'est-ce qu'on va faire? Certains maires vont être obligés d'emprunter pour finir. Et donc, on va gréver la dette. Donc, je ne comprends pas ce raisonnement. Et cela impactera évidemment nos CCAS et nos politiques sociales au quotidien. Voilà ce que je voulais dire pour ce matin. Merci. Marie-Hélène Millet, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot, vous interviendrez plus de façon sur la seconde séquence. Oui, bonjour à toutes et tous. Simplement, effectivement, pour compléter, puisque j'interviendrai sur les EHPAD publics et les services d'aide à domicile, dire aussi que ce sont des budgets qui grèvent aussi ceux des CCAS et de nos communes, puisqu'en fait, de plus en plus de mairies abondent et abondent aussi de plus en plus pour soutenir ces structures dont les déficits augmentent. Donc ça, ce sont aussi un peu des coûts cachés, puisque comme l'a bien expliqué Luc Hervounas, nos budgets, nous, doivent être à l'équilibre. Donc en fait, on compense une dette qui se creuse. Donc ce sont aussi des coûts supplémentaires pour les communes. Effectivement, on n'est pas là pour larmoyer, mais pour essayer aussi ensemble de trouver des solutions. Merci beaucoup. J'ai oublié de vous présenter également Philippe Laurent,
que tout le monde connaît, vice-président de l'AMF et maire de Sceaux. Il ne pourra pas rester avec nous jusqu'à la fin du forum, donc je le laisse intervenir quand il veut, peut-être plus sur la première séquence. Donc, on revient sur, effectivement, hausse de la pauvreté et de la précarité. Agnès Bourget, maire de Rezé. Donc, peut-être, exemple, une ville à un peu plus de 40 000 habitants, je crois. Vous, justement, comment vous mesurez cette hausse de la précarité? Comment ça se traduit chez vous? Et j'imagine que c'est des chiffres qui s'accroissent sur ces dernières années. Alors déjà, je voulais dire que je partage tout ce qui a été dit en introduction. Je partage également les constats. Donc oui, une augmentation des demandes, des besoins, mais au-delà des chiffres, c'est les nouveaux publics, on l'a dit, des retraités avec des petites retraites qui n'ont plus les moyens de payer leur loyer ou de se nourrir convenablement. C'est des travailleurs en situation de précarité. Là aussi, donc on en voit de plus en plus, ce qui n'était pas forcément le cas dans nos publics. Et au-delà de ce constat et de ces chiffres, c'est aussi une pérennisation de cette situation. On n'est plus dans de l'aide ponctuelle, on n'est plus dans du coup de pouce, on est dans un besoin. Quelqu'un qui vit un coup dur, un moment difficile, c'est que ça devient quasi structurel. Ouais. Oui, on se retrouve avec des gens qui pourtant sont salariés pour certains, ou ont des revenus, mais qui se retrouvent en situation de devoir venir régulièrement nous demander de l'aide. Et on voit aussi que le logement est central sur cette question de la hausse de la précarité, avec des gens qui risquent de se retrouver à la rue, de plus en plus de familles dans cette situation, et des gens qui se retrouvent démunis face à la fermeture, ça a été dit en introduction, face à la fermeture des accueils des différents services publics. Et bien souvent, nous, communes, on se retrouve seuls à faire face parce qu'on est la dernière porte ouverte. On l'a évoqué rapidement, moi, ce qu'on appelait à une époque les travailleurs pauvres, phénomène qui s'amplifie. Est-ce que vous le constatez aussi? Je crois que vous avez répondu par la positive à l'instant. Mais au-delà de ça, comment, je sais qu'il n'y a pas de solution miracle, on l'aurait déjà trouvé, mais que faire quand même? Ou par quel biais? Parce que l'idée, c'est au-delà de l'urgence de l'aide, comment, d'un point de vue plus, j'ai envie de dire, structurel, dans la façon de fonctionner, ça ne dépend pas que de votre ville, évidemment, ça dépend de tous les acteurs, et notamment de l'État, mais ne nous empêcherons pas cette réflexion, j'ai envie de dire. Alors, la réalité, c'est qu'en France métropolitaine, on a 9 millions de personnes en situation de pauvreté, dont 3 millions d'enfants. Donc déjà, c'est énorme. Et nous, communes, via nos CCAS, nous n'avons ni les moyens de faire face au bout d'un moment, ni surtout les moyens de sortir de manière pérenne ces personnes de cette situation de pauvreté. La question qu'on doit se poser collectivement, c'est comment ne pas en arriver là? Comment faire en sorte que ces personnes n'aient pas besoin de venir frapper à la porte des CCAS? Comment on travaille sur les causes? Nous passons notre temps à gérer les conséquences. Or, la réalité, c'est qu'il faut traiter les causes. Et pour commencer, notre vision de la pauvreté. Arrêter de laisser croire qu'on serait responsable de sa propre pauvreté, que les personnes en situation de pauvreté ne sauraient pas gérer un budget. D'ailleurs, il y a une sociologue, Madame Perrin-Heredia, qui a très bien montré que les personnes en situation de pauvreté géraient leur budget de manière très efficace. Donc, il faut arrêter avec ces idées reçues. Et pourtant, on sait bien, quand on entend le vocabulaire qui peut être utilisé vraiment très haut au niveau de l'État, les sans-dents, les gens qui suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Franchement, qu'est-ce qu'ils attendent? Et c'est encore cette vision-là qu'on a dans notre pays des personnes pauvres. Or, la réalité, c'est qu'il faut traiter les causes, et ça doit être fait au niveau de l'État. C'est vrai que Luc Carvounas a insisté beaucoup tout à l'heure aussi sur le logement. C'est un des premiers droits, et effectivement, ça concerne beaucoup de gens aussi qui travaillent, qui ont un revenu fixe, même qui peuvent être en CDI. Et donc là, vous avez levier, mais on sait qu'il manque beaucoup de financement sur les questions de logement, les problèmes aussi de foncier. Bon, c'est tous ces problèmes, vous les connaissez. Mais c'est vrai que les demandes sont nombreuses. Il y a des problèmes aussi en matière de santé, mais le logement, effectivement, est sûrement une des premières demandes.
Alors, le logement est une première demande parce que c'est fondamental de pouvoir se loger, mais l'alimentation aussi. Mais au-delà de ça, si on veut pouvoir traiter ces questions et en particulier les causes, et c'est ce que nous essayons de faire à Rezé, il faut traiter de manière globale, c'est-à-dire traiter ce qui empêche les gens d'accéder à un logement, les questions de santé, de transport, d'alimentation, d'éducation, tout ce qui va empêcher les gens d'accéder à un emploi, faire en sorte que l'emploi rémunère réellement, qu'on ne se retrouve pas avec des emplois précaires ou les nouveaux travailleurs pauvres, et traiter aussi le fait que la pauvreté impacte toute une famille. Ce n'est pas uniquement une question financière, on l'a dit et ça a été redit en introduction, ça impacte la santé, ça impacte l'alimentation, ça va impacter l'éducation. Et ces questions-là, elles doivent être prises en charge globalement. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire sur Rezé. Mais cette vision aussi que l'on a, j'y reviens, cette vision que l'on a des personnes en situation de pauvreté, c'est tellement inscrit dans notre société qu'on a des personnes, moi j'ai un exemple précis, sur Rezé, on a des SDF qui viennent planter leur tente dans les jardins de la mairie. Ils n'osent même plus pousser la porte du CCAS parce qu'ils ont tellement l'impression qu'ils ne le méritent pas, qu'ils n'osent même pas le faire. Et on parlait aussi de nos CCAS, mais moi j'ai aussi connu, enfin nous avons connu sur Rezé une expérience très douloureuse avec la maison des services où les agents, au vu des besoins, des demandes, ont craqué. Et pourtant, des gens qui étaient très impliqués. Mais quand vous ne pouvez plus répondre à des gens qui sont en situation de détresse, quand vous n'avez plus le temps, pas les solutions, pas les moyens, les personnes ont craqué. Réellement, on a perdu 3 agents sur 4. Elle est là, notre réalité. Donc voilà, sur Rezé, on essaye de faire les choses différemment. Alors, ça peut aller... des solutions très concrètes, inclure les aides du CCAS, par exemple, au niveau des tarifs périscolaires, que les gens n'aient pas toujours à venir redemander, que les choses soient faites vraiment en amont. Inclure aussi à notre observatoire des engagements qui évaluent notre activité municipale, des gens qui sont suivis par des structures d'insertion, leur redonner vraiment une place. Et quand ils sont accueillis, faire un diagnostic global qui n'est pas aller frapper à toutes les portes avec toujours cette violence institutionnelle. C'est ça, quand vous êtes en situation de pauvreté, vous souffrez d'une violence sociale, d'une violence institutionnelle, vous êtes méprisé, vous êtes invisible de toute façon, et leur redonner leur place. On le fait aussi dans le cadre de la recette rezéenne ou de l'épicerie sociale, leur donner la possibilité de rencontrer, de se parler, de vaincre aussi l'isolement dont ils peuvent souffrir. Mais vraiment, je pense que nous, communes, nous avons l'obligation d'accompagner, mais l'État a l'obligation de traiter les causes. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est vrai que quand Luc Carvounas parlait de la demande qui avait été faite par l'UNCAS en début d'année d'une conférence de consensus, tout ce que vous dites, c'est typiquement le genre de choses qu'une conférence de consensus pourrait traiter et qui serait le bon endroit. Espérons. On part en Martinique. Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Yolène Largène-Marine, donc comme je disais, première adjointe au maire de Schœlcher, commune de 20 000 habitants, je crois. Oui, c'est ça. Et vous me disiez commune urbaine et rurale. Et donc, vous aussi, vous allez peut-être nous en dire quelques mots, vous constatez aussi une hausse de la précarité. Mais c'est vrai que vous avez mis en place un programme spécifique d'aide alimentaire et de je sais pas comment dire ça, de remettre au goût du jour les jardins créoles qui sont très importants culturellement chez vous et qui peut-être été un peu tombés. Et donc voilà, c'est quelque chose auquel ce programme, vous y pensez depuis des années, mais c'est un peu long, le Covid est passé par là, donc c'est quelque chose qui démarre. Et en plus, il y a un volet très important, c'est de l'insertion professionnelle de jeunes en rupture. Donc voilà, c'est un programme au-delà de produire local, ça a plusieurs vocations, disons. Bonjour à toutes et tous. Voilà, à Schœlcher, qui est une commune de 20 000 habitants à peu près, nous avons donc, administrativement, nous sommes considérés comme une commune urbaine, mais en fait, il y a un grand pan de la commune qui est rural.
Et donc, souvent, on voit effectivement les frontières, la mer, toute la partie nautique, toute la partie urbaine, mais on oublie qu'il y a une grosse part de ruralité. Alors, ce que nous avons souhaité mettre en place pour répondre à cette précarité qui n'arrête pas de grandir, surtout quand vous savez qu'en Martinique, nous avons une population qu'on peut appeler des travailleurs pauvres, puisque quand vous prenez une retraite, c'est en moyenne 700 € à peu près. Vous avez plus de 40% de la population qui ne touche pas 700 et quelques euros par mois. Donc ça veut dire qu'il y a déjà là une grosse difficulté, et pour répondre notamment à la précarité alimentaire, parce qu'il s'agit de cela, nous avons mis en place ce qu'on appelle le plan alimentaire solidaire, qui ne consiste pas à donner des paniers alimentaires. C'est vrai que quand les personnes viennent frapper à votre porte parce qu'ils n'arrivent pas à se nourrir normalement, il faut répondre à cette demande. Mais plutôt que de donner un panier alimentaire, nous avons mis en place un système qui consiste d'une part avec le syndicat des agriculteurs de la démarche HLCHR, nous avons mis en place un programme qui consiste à produire. Donc, et nous essayons de faire en sorte que cette alimentation soit saine, puisqu'il s'agit de produits locaux. Donc, de mettre dans ces paniers qui étaient à l'époque constitués on va dire, de produits qu'on achetait dans les grandes surfaces, donc de produits retraités, nous avons mis en place cette particularité de culture, donc la production locale, les légumes, les fruits, etc. Et nous, en même temps, il y a tout un programme d'éducation, parce qu'il s'agit de ça également. Tout à l'heure, Madame le maire parlait de s'attaquer aux causes et non pas seulement aux conséquences. Donc, il faut aussi apprendre à ces personnes à renouer avec une manière de s'alimenter qui n'était pas celle qu'on connaît actuellement. Donc, quand on parle de vie chère, ça veut dire aussi que le panier coûte cher. Donc, on parle beaucoup de produits locaux qui coûtent cher, mais quand vous produisez vous-même ou quand vous avez un circuit court, c'est-à-dire les agriculteurs qui vous apportent les légumes frais, ça revient moins cher. Donc, en fait, c'est de permettre cette réappropriation de la terre. Nous avons à peu près 1 hectare qui a été mis à disposition de jeunes qui sont actuellement dans un chantier d'insertion, et ça permet à la fois de les former, à la fois de les aider à se reconstruire, c'est important, et puis en même temps à produire local. Là, vous parliez de la formation des jeunes, mais est-ce qu'il y a aussi une formation, une sensibilisation, effectivement, du public concerné ? Vous disiez effectivement sur le fait de mieux manger, de manger local. Ça, effectivement, au-delà de le dire, est-ce que vous avez des ateliers pour sensibiliser sur ces questions ? Tout à fait. Donc, c'est ce que nous appelons l'éducation à l'alimentation. Nous avons des ateliers qui sont mis en place, donc des ateliers déjà de jardinage, parce que pour produire, il faut apprendre à produire. Donc, il y a des ateliers de jardinage, mais aussi des ateliers qui permettent effectivement de travailler le budget de l'alimentation, mais aussi comment cuisiner. Il y a des ateliers qui sont mis à disposition. Donc tout ça, c'est expérimental pour l'instant, mais en tout cas, ça permet effectivement déjà d'avoir une autre approche de la manière de se nourrir. Et dans les publics que vous voyez justement, est-ce qu'il y a des nouveaux publics, des gens que vous ne voyiez pas avant ? Ce que nous disait Agnès Bourget, c'est vrai que la hausse de précarité, c'est aussi de voir des publics auxquels on n'était pas habitué précédemment. Tout à fait. Nous avons notamment un public de jeunes étudiants. C'est-à-dire que nous avons des étudiants qui viennent frapper à notre porte parce que malgré l'épicerie solidaire qui existe sur le campus, il y a vraiment des jeunes qui ne mangent pas à leur faim, qui des fois n'ont même pas de quoi se nourrir 1 fois par jour, donc qui de plus en plus se rapprochent de nous. Et puis il faut savoir que c'est une population vieillissante, donc nous avons aussi des personnes âgées qui, celles-ci n'osent pas quelquefois frapper parce qu'il y a cette pudeur. Et puis nous avons aussi, comme disait tout à l'heure, c'est pas nouveau, des travailleurs, des personnes qui touchent un salaire mais qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois parce que soit ce sont des familles monoparentales, mais aussi ce sont des familles qui n'arrivent pas à payer le loyer,
à payer les frais de cantine. Et puis, ça veut dire aussi qu'on n'a pas accès à la culture, on n'a pas accès au sport. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas non plus accès à une éducation, enfin, à tout ce qui ferait que nous soyons épanouis, que nous soyons heureux dans notre foyer. Donc, effectivement, il y a actuellement cette... j'ai envie de dire, cette pauvreté qui s'installe. On parlait tout à l'heure d'aides ponctuelles. Maintenant, ce ne sont pas des aides ponctuelles, ce sont des aides structurelles. Et là aussi, c'est vrai que nous attendons de l'État qu'il puisse avoir des interventions, non pas sur les conséquences, parce que ça, on les connaît. Quand vous entendez parler de la vie chère en Martinique, on voit surtout les conséquences. Mais en fait, il faudrait s'attaquer aux causes. Pourquoi il y a cette pauvreté qui s'installe? Pourquoi il y a des centaines de personnes qui ne peuvent plus avoir accès à leurs droits? Parce que c'est vrai que le service public, en dématérialisant, a créé une précarité, on va dire, administrative, numérique. Et vous avez des personnes qui n'arrivent pas à reconstituer leurs droits, à s'inscrire à France Travail ou alors à avoir accès notamment les personnes aux différentes allocations. Voilà, aux différentes allocations. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est très clair que de plus en plus, malgré le service, parce que nous avons un numéribus qui va à la rencontre des personnes, et bien malgré tout, nous observons cette fracture numérique. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. À votre droite, le maire de Brandélé, j'ai oublié... Ali Moussa Ben, j'ai oublié de dire que vous êtes également président de la communauté du sud de Mayotte. Et c'est important parce qu'on touchera peut-être un mot sur la création d'un CIAS il y a très peu de temps, 2 ou 3 mois, donc pas encore de résultats, mais de voir la complémentarité que peut avoir un CIAS par rapport au CCS. Notamment, vous m'avez dit sur les questions d'hébergement d'urgence, peut-être que ce que ne peut pas faire un CCS, le CIS le permet. Donc peut-être déjà... je vous pose la même question qu'à chacun. Ce constat de hausse de la précarité, et effectivement avec les spécificités de votre territoire, parce que vous partagez les mêmes constats avec le contexte de Mayotte qui est encore beaucoup plus compliqué et avec une précarité encore plus forte. Tout à fait. Déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. En tout cas, bonjour à la délégation mahoraise qui est ici, qui est très forte, en tout cas, pour nous soutenir un petit peu. Effectivement, je valide, en tout cas, tout ce qui a été dit tout à l'heure, et notamment par rapport au président de l'INCAS, en tout cas, qui est intervenu tout à l'heure, que je valide complètement ses propos. Mais en plus de ça, il faut comprendre que Mayotte est un territoire atypique. Il faut rajouter d'autres contraintes en fait, qui se rajoutent par rapport à notre quotidien, puisque le quotidien d'un maire à Mayotte, c'est très difficile en fait. C'est carrément une course contre la montre tous les jours pour venir en tout cas en aide à nos populations. En plus de tout ce qui a été dit, il faut savoir que Mayotte a connu beaucoup de crises. En plus de Covid qu'on a tous vécu, on a vécu une crise liée au séisme qui a duré 1 an à Mayotte. On a vécu, en tout cas la crise, on vit jusqu'à aujourd'hui la crise liée à la vie chère. On vit aussi une crise liée à l'insécurité. Et tout cela, ils ont des impacts au niveau de l'économie de Mayotte. Il faut savoir aussi que... Et la pression démographique très très forte. La pression démographique, c'est important parce que ça fait aussi partie des sujets de Mayotte. La pression démographique, ça c'est le vrai problème de Mayotte, la pression démographique, mais aussi le rapprochement au droit commun, puisque Mayotte a beaucoup de retard, donc il faut aussi parler de ce rapprochement au droit commun par rapport à tout ce qui se passe. C'est très important. Donc, ce que je disais tout à l'heure, que à Mayotte, en fait, tout le matin, le maire, il est en train de courir dans tous les sens. Dans tous les sens pour revenir, en tout cas pour répondre aux besoins des différents administrés. Je peux prendre comme exemple, puisque je ne reviens pas à ce qui a été dit tout à l'heure sur les conséquences, en tout cas,
au niveau de la situation de précarité au niveau des industries qui est réelle. En tout cas, comme vous le savez, nos CCAS sont très jeunes à Mayotte. Ils ont été créés pour la plupart en 2013. Et en ce moment, au niveau des aides facultatives, en tout cas, chaque maire se démerde comme il peut pour aider sa population. Mais moi, j'aimerais plutôt revenir sur l'accès aux droits publics, en fait, au service public. Ça, c'est un sujet très important, puisque quand on parle de la pression démographique, ça veut dire qu'il y a une population, surtout jeune, qu'il faut s'occuper pour qu'ils puissent, en tout cas, répondre aux besoins plus tard. D'ailleurs, c'est peut-être aussi la solution de notre pays, où la population vieillit tous les jours. À Mayotte, c'est le contraire. Il y a beaucoup de jeunes, mais il faut s'occuper. Et très jeunes, parce que c'est le problème de scolarisation. Hein. C'est là où j'allais venir, le problème de la scolarisation de ces enfants, puisque on a tellement de pression qu'on n'arrive pas à absorber. On n'arrive pas à inscrire tous les enfants qui sont à l'âge de l'être à l'école. Donc, on a beaucoup d'enfants qui sont sur des listes d'attente et qui attendent, en fait, pour être scolarisés. Malgré tout ce qu'on essaie de faire pour absorber, justement, ce déficit. Parce qu'on est très ingénieux ici, à Mayotte pour trouver des solutions dans ce sens-là. On a inventé ce qu'on appelle des rotations scolaires. C'est-à-dire une salle de classe est partagée par 2 enseignants, pour permettre en tout cas d'absorber tout ce monde, mais malgré tout, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour absorber ça. Mais aussi au niveau de la santé aussi, les hôpitaux qu'on a, le peu qu'on a déjà, on n'arrive pas à absorber en tout cas le public qui doit être soigné aux hôpitaux. Donc on est dans des urgences, dans ce sens-là, qui méritent en tout cas d'être solutionner, d'être écoutés. Tout à l'heure, le président esquissait un petit peu les problématiques liées au logement, au logement. Ça, c'est un vrai sujet à Mayotte. C'est un vrai sujet puisque Mayotte est un petit territoire avec beaucoup de contraintes physiques, donc très peu de foncier disponible pour qu'on puisse construire. Derrière tout ça, on a la pression démographique qui est là, laquelle il faut en tout cas trouver des solutions. Mais on a aussi d'autres contraintes liées à l'eau. Parfois, on a beaucoup d'eau dans des périodes qui, justement, impactent des quartiers. Il y a beaucoup d'inondations, ou bien l'eau de mer qui monte dans des quartiers où il y a beaucoup d'inondations. Mais parfois, il n'y en a pas du tout. Et on vit des crises, en tout cas, de sécheresse. Mais comment construire par rapport à tout ça? Parce que ça veut dire qu'il faut répondre à la demande liée à la démographie, mais aussi des quartiers existants qui ont été construits dans des zones inondables et qui, aujourd'hui, par rapport à la phénomène de remontée des eaux, sont impactés en tout cas par ces eaux et qui, peut-être, nécessitent des réflexions sur le devenir de ces quartiers-là. Donc, tout ça, c'est des sujets importants, peut-être à parler et à trouver des solutions. Donc, je voulais plutôt parler de cela, en plus de tout ce qui a été dit tout à l'heure au niveau en tout cas des personnes en situation de précarité qu'on connaît tous à Mayotte, parce que nous, on a nos bases par rapport aux personnes qui ont été identifiées, qui sont dans cette situation-là, mais aussi, on a aussi d'autres publics qui arrivent, puisque c'est des personnes qui sont là et qui sont dans des situations enfin, qui ne sont pas officiellement connues, des personnes en tout cas en situation irrégulière et qui, quand ils sont dans des situations compliquées, ils viennent nous voir au niveau des CCAS pour trouver des solutions. Et eux, on les oriente en tout cas vers les associations telles que la Croix-Rouge pour qu'ils puissent être traités. Un grand merci pour votre témoignage. De toute façon, on va prendre des questions de la salle et c'est possible qu'on revienne sur ce que vous nous avez dit. Bien compris que tout ce que vous avez décrit, c'est en plus de tous les constats qu'on fait depuis le début. Hein. Donc, le temps court, mais on va prendre quand même quelques questions. Tout d'abord, Philippe Laurent, qui veut dire un mot. On vous entend. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis élu depuis plus de 40 ans
Et c'est la première fois, en effet, où nous nous retrouvons dans une situation sociale de ce type. La première fois. En tout cas, pour ce qui me concerne. Et ce que nous avons entendu ce matin, mais ce que nous vivons tous, les uns et les autres, dans nos collectivités, sur nos territoires, montre, me semble-t-il, et c'est grave, que le ciment national de notre pays, il est en train de s'effriter. Quand un pays comme le nôtre n'est pas à même de permettre une existence digne à l'ensemble de ses citoyens, y compris, et ça a été dit, c'est très important parce que c'est relativement nouveau, à ceux qui ont une activité professionnelle, qui ont un travail. Lorsque un pays n'est pas capable de faire ça, eh bien le ciment national s'effrite. Et aujourd'hui, les seuls acteurs qui sont à même de garder encore ce ciment, ce lien social, ce sont les communes, appuyées sur les départements, leurs CCAS et les associations. Nous sommes les seuls acteurs qui tiennent ce pays, qui tiennent le lien social dans ce pays. Il faut que nous en soyons conscients. Je dis cela parce que je trouve que, j'estime, et je pense que je ne suis pas le seul, que la politique qui consiste à dire, pour faire des économies, on va assécher les seuls acteurs qui sont à la fois en responsabilité et qui sont efficaces dans les limites de leurs possibilités, mais qui sont efficaces pour maintenir le lien social. Eh bien, cette politique-là, ceux qui prennent cette décision-là font du tort au pays. Ce n'est pas une question de gestion, ce n'est pas simplement une question de tableur Excel, plus 1 milliard, moins 2 milliards, etc. Nous sommes sur une question existentielle, véritablement. Je pense que dans ce congrès, dans cette table ronde, dans cet ensemble ici que nous sommes intéressés par ces questions, comme d'ailleurs l'ensemble des élus locaux, je pense que c'est notre responsabilité de porter ce message-là en responsabilité et aussi en solennité. Merci, merci beaucoup. Donc, on va vous donner un micro. On va prendre 2-3 questions parce qu'on a encore une séquence sur les EHPAD publics. On court un peu après le temps. Merci Sarah. Merci. Monsieur Madissouf, maire de Pamandzi, Mayotte. Je voulais juste appuyer ce qu'a dit mon collègue de Mayotte concernant l'immigration. C'est-à-dire, sachez que Mayotte a plus de 70% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. 70%, mesdames et messieurs. Cela s'ajoute aussi tous les jours de l'immigration qui arrive. Chez nous, on l'appelle les Kwassa. Et dans ces Kwassa, il n'y a pas que des réfugiés politiques, mais ce sont des réfugiés alimentaires. Donc nos communes sont à tout moment, il a dit tout à l'heure qu'on court tout le temps parce qu'ils ont de la famine chez eux. Avant, on avait les voisins comoriens. Maintenant, on a tous les Africains du Grand Lac qui débarquent. Je crois que les médias en ont parlé assez. Et tout ce monde-là, on est obligés, nous les communes, de les occuper. On a une population qui consomme plus, qui rejette, qui ne paye pas. Et tous ces rejets, ce sont nos communes qui s'en occupent avec le déficit budgétaire que vous connaissez. Pas moins, sur 17 communes de Mayotte, nous avons 12 ou 15 communes qui sont en déficit budgétaire parce qu'on est obligé à tout moment de pallier ce que le gouvernement devait nous accompagner parce qu'on a aussi l'obligation d'éduquer ses enfants. Parce que parmi ces émigrés, des fois, ou la plupart du temps, on trouve... Il y a 15 adultes, 12 enfants, 12 femmes, et il y a aussi notre phénomène qu'on appelle les Kwassa sanitaires. C'est quoi? C'est des barques qui viennent, qui emportent des gens qui sont malades, qui les déposent à même sur les plages,
et que les pompiers s'en occupent, mais après, c'est toujours les communes qui sont là derrière en train de chercher un endroit pour les loger, mais aussi pour apporter leurs besoins en nourriture, en éducation, et qu'on doit s'occuper à tout le temps avec un budget qui n'est pas élastique. C'était un témoignage que je voulais juste compléter. Merci beaucoup. Peut-être une autre question avant de... Derrière, c'est vrai que j'ai... Mais les yeux dans le dos ne fonctionnent pas toujours bien. Oui, bonjour, Monsieur Karoubi, je suis responsable d'une association. Et bon, il vient de partir, mais je voulais remercier mon maire de nous avoir donné une invitation l'année dernière. Il y a encore cette année par d'autres élus. En fait, on est une dizaine dans ce congrès allocataires de minima sociaux. Et je voulais insister, et je suis très content que demain, il y ait dans le grand auditorium, excusez-moi, une table ronde sur la question de la participation, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la précarité, si on ne demande pas l'avis des personnes concernées, on va dans le mur. Monsieur Laurent a dit tout à l'heure que les élus avaient un rôle à jouer. Mais les personnes accompagnées ont aussi un rôle à jouer. Et si les élus ne leur laissent pas la parole, non seulement la précarité ne va pas diminuer, mais en plus on va droit à l'explosion sociale. Donc je voulais prendre la parole devant les présidents de la commission Affaires sociales pour leur faire part de ça. Et je suis très content que, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais qu'à travers son directeur de cabinet, Madame Jarot nous ait donné le feu vert pour qu'on siège à la commission. Même s'il y a certains élus qui ne veulent pas, mais on va pouvoir siéger. Bon, donc ça, c'est un pas. Voilà, donc la route est encore longue. On a siégé à la commission Affaires sociales des départements de France. Il y a des responsables dans ces pays, des hauts fonctionnaires qui font confiance aux personnes accompagnées. Je vais vous donner un exemple et après je termine. Aujourd'hui, quand vous êtes au RSA, pour avoir ce qu'on appelle la CSS, vous n'avez plus besoin chaque année de refaire la demande. C'est automatique. Bon, enfin, en théorie. Mais un exemple, et cet exemple a énormément facilité. Demain, il y aura une table ronde sur la question du non-recours en matière de santé. Mais le fait que pour les allocataires du RSA, le renouvellement de la C2S est automatique est déjà un signe tout à fait révélateur. Et il y a, dans beaucoup de domaines, on peut faire la même chose. Voilà, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci, et je pense que le message est bien reçu. Alors, seconde séquence sur... Alors, vraiment super court. J'ai juste un message à passer, parce que je pense que c'est important. On est tous face au même problème. Et je pense qu'il y a un sujet, c'est qu'il y a une vraie méconnaissance du travail de chacun. Je pense qu'aujourd'hui, les CCAS... De chaque acteur ? Oui, de chaque acteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le milieu des associations de solidarité est souvent méconnu des travailleurs sociaux. Et donc, j'invite vraiment les uns et les autres, et les bénévoles méconnaissent aussi la charge de travail et les compétences et les capacités des travailleurs sociaux. Donc, j'invite les uns et les autres, dès le retour dans leurs administrations, à vraiment prendre contact avec les Restos du Cœur, à faire des réunions pour partager, pour venir chez nous, que les travailleurs sociaux viennent chez nous. Je sais que certains d'entre vous font déjà, mais c'est loin d'être la majorité. Et à l'inverse, d'inviter les bénévoles à participer à vos réunions de coordination, parce que le travail des bénévoles, ce n'est pas uniquement d'exécuter, c'est aussi de partager et de co-construire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, les EHPAD publics. Marlène Millet, il nous faudra un autre forum pour pouvoir l'aborder, parce que là, on court après le temps, mais même si on a un temps limité, on va essayer de faire passer quelques messages.
Donc ce chiffre quand même emblématique, 85% des EHPAD publics sont en déficit. Si on a le temps suffisant de dire quelques mots aussi de domicile, qui est aussi en grande difficulté. Point commun entre les deux, hein, ce problème aussi de crise des métiers, des rémunérations. Donc peut-être je présente la personne qui interviendra. Donc Annie Bradoni, vous êtes maire de Plouaret en Côte-d'Armor et surtout vous êtes membre de ce collectif dont on a beaucoup entendu parler, collectif des maires et territoires en résistance pour le grand âge, créé début 2023. Et vous nous parlerez un peu, avec des actions intentées contre l'État, des résultats que ça a pu donner et surtout pourquoi vous avez eu cette action et d'un accueil assez important que vous avez eu des différents acteurs. Je vous redonne la parole, excusez-moi. Merci beaucoup. Je vais être très brève parce que je vois qu'il y en a qui partent déjeuner. Je pense simplement à la campagne de communication qu'a fait la FNADEPA, c'est « Nos vieux méritent mieux ». Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, nos vieux méritent mieux, mais aujourd'hui, comment ? Comme simplement effectivement rappeler qu'aujourd'hui, 85% des EHPAD publics sont en déficit, 75% à peu près des services d'aide à domicile qui dépendent des collectivités et qui, comme je le disais en préambule, sont compensés par les mairies. Donc aujourd'hui, se pose pourquoi ? Alors, est-ce que c'est parce qu'on est des mauvais gestionnaires, comme on a pu le laisser entendre ? Non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est depuis 2 ans qu'il y a vraiment une accélération, pour une raison très simple. Si je prends le cas de 2022, 6% d'inflation et 1% accordé en plus aux EHPAD pour fonctionner. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en mathématiques pour comprendre qu'il y a un effet ciseau et que de plus en plus, effectivement, d'EHPAD rentrent dans cette spirale du déficit. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On donne moins de services aux personnes qu'on accueille, on supprime les biscottes comme dans certains EHPAD, où on rationne. Non, en fait, l'objectif, et c'est vraiment ce que défend l'AMF, c'est de garder la même qualité d'accueil aux personnes qui sont accompagnées. Mais aujourd'hui, en fait, on se trouve dans un effet où ce n'est plus possible. Donc, je dirais simplement un dernier message aussi qu'on souhaite adresser, parce que ça avait été déjà un sujet l'année passée, c'est qu'aussi au niveau de l'AMF, on défend les EHPAD de petite taille. Quand on a parlé aussi de territoires différents, quand on a un EHPAD dans une commune où on accueille 40 personnes, qu'est-ce qu'on fait ? On va se greffer à l'EHPAD qui est à 20 km pour faire une énorme structure. On a vu ce que ça a donné aussi dans la fonction hospitalière, les regroupements. Nous, on est aussi pour la qualité. Les personnes, elles ont le droit aussi de pouvoir vivre dignement jusqu'au bout de leur vie et de pouvoir être accueillies aussi dans une structure qui leur convienne. Voilà, je ne vais pas être plus longue, mais rappeler que ce sujet, il fait aussi partie de quelque chose qui est très important. On parle beaucoup de transition écologique et c'est normal, mais il y a aussi un mur du vieillissement. Je donnerai simplement un chiffre. Il y aura plus de 6 millions de personnes de 75 à 84 ans d'ici 2030. Voilà, 2 millions de plus qu'aujourd'hui. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va les accueillir. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez souligné que depuis 2 ans, la situation d'un point de vue financier, budgétaire, s'est aggravée. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, il y a cette demande, je ne sais plus de combien d'années, d'une loi grand âge, donc avec un financement, et qui n'est toujours pas au rendez-vous. Alors c'est un des combats de l'ONCAS, régulièrement demandé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que c'est pas dans l'agenda, disons. Clairement, c'est pas dans l'agenda. Et puis pour la petite histoire, je regardais un petit peu depuis quand on parle vraiment de ces sujets. En 2007, le président Sarkozy parlait de la 5e branche. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Oui, c'est assez significatif. Annie Bradoni, désolé de vous faire passer comme ça un peu à la fin, en cours, après le temps, mais peut-être pour les rares qui ne connaîtraient pas le collectif, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Pourquoi il a été créé ?
Et c'est vrai que cette spécificité, ce que vous me disiez de votre région, la Bretagne, d'avoir beaucoup d'EHPAD gérés par les CCAS. Il y en a d'autres dans le reste du territoire, mais chez vous, c'est une tradition. Oui. Bonjour à tous. Je vais aller assez vite en besogne finalement pour vous dire qu'en 2023, en discutant entre maires du territoire d'abord costarmoricain, on s'est rendu compte qu'on était tous confrontés à des difficultés d'équilibre financier de nos EHPAD publics. Ça nous a amené à nous rassembler et à créer un collectif dont la première réunion a lieu au mois de mai. Et en fait, un certain nombre d'entre nous étions déjà déterminés parce que nous avions eu l'occasion de croiser le fer avec l'État sur d'autres sujets autour du maintien à domicile. Et on s'est d'emblée dit que, à la fois, on rentrait dans le dialogue, mais on commençait aussi parce que on voyait le mur se rapprocher de façon très sévère. On s'est dit qu'on engageait des actions et qu'on regardait du côté juridique quels étaient nos pouvoirs d'action. C'est ce qui a amené à faire le collectif. Donc, on a l'année dernière rencontré 2 ministres parce que les ministres de solidarité se succèdent à une grande vitesse et que c'est donc compliqué de pouvoir renouer un dialogue dans la durée. On a obtenu à la fois des aides pour la Bretagne à l'été pour essayer d'éteindre l'incendie, sans doute, 4,5 millions à se répartir entre nous. Et ensuite, sur la fin d'année, Aurore Berger a obtenu une enveloppe qu'elle a répartie entre le maintien à domicile et les EHPAD qui nous ont permis de sauver l'année 2023. Et là, 2024, c'est pire que tout parce qu'on est dans un crash institutionnel, dans un crash financier, dans un crash démocratique. Enfin, rien ne va plus dans ce pauvre pays. Et du coup, en fait, nous, on a, à l'entrée de l'été, engagé des recours gracieux à l'encontre de l'État, de nos autorités de tutelle, donc en l'occurrence l'État et les conseils départementaux. L'État a été et les ARS ont été aux abonnés absents face à ce recours gracieux. Ça nous a permis de trouver un accord avec les départements qui, comme vous le savez, sont en très grande difficulté pour qu'ils viennent au soutien de chacun de nos CCAS dans les mémoires que nous allions introduire auprès du tribunal administratif pour demander CCAS par CCAS à être compensés des sommes que l'État aurait dû nous donner en face des engagements qu'il a pris en matière de Ségur de la santé, en matière de prime grand âge, en matière de... Etc., etc. Et donc, nous sommes dans cette phase à 25 CCAS pour l'instant et le double de dossiers qui se préparent pour aller réclamer à l'État les sommes qu'il nous doit et nous entendons bien avoir raison. Et nous pensons qu'au-delà de la Bretagne, ces difficultés existent dans d'autres territoires et que plus nous serons nombreux dans une association des territoires du grand âge que nous venons de créer, eh bien plus nous serons efficaces pour peser et faire entendre cette fameuse phrase que vous avez dit et qui est de dire nos vieux méritent vraiment mieux. Voilà ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'en fait, on a besoin d'être tous ensemble face à un État qui méprise à la fois les collectivités locales, mais qui méprise aussi encore plus ces personnes âgées. Et quand une société ne respecte plus ces personnes âgées, je pense qu'elle est en grande, grande difficulté. Au niveau des actions intentées contre l'État, vous en êtes à quel point aujourd'hui? Alors, on est dans la phase des recours financiers CCAS par CCAS, avec du coup l'appui de nos conseils départementaux. Et on a des dossiers constitués en Côte-d'Armor, en Ille-et-Vilaine, dans le Finistère, et les premiers arrivent dans le Morbihan. Et vous disiez que ça peut intéresser d'autres territoires. Mais oui, parce que ce qu'a dit la maire de Saint-Genis-Laval est vrai dans tout le territoire. Tous les EHPAD publics sont en grande difficulté. Alors certains collègues maires se disent « moi je vais m'arranger avec l'ARS ».
mon œil. En fait, nous, on continue à avoir de très bonnes relations avec l'ARS et ce n'est pas parce qu'on a engagé, et d'ailleurs les ARS aujourd'hui nous disent ne payez plus vos URSSAF, vous avez raison d'être dans le contentieux parce que si l'État n'entend que le rapport, n'entend plus aujourd'hui, hélas, que le rapport de force. Ils vous disent au coin de l'oreille, l'ARS. Ils l'écrivent pas, oui, j'imagine, ouais. Ils le disent quand même. Ils le disent en réunion où on n'est pas une seule personne. Hein, donc voilà. Et du coup, on a nous aussi un travail engagé avec les organismes HLM, parce qu'évidemment, quand vous sentez le mur vous rapprocher, à un moment donné, vous ne pouvez plus payer votre loyer. Donc du coup, on a un travail d'engagé avec la Fédération des offices publics de l'habitat et la Caisse et la Banque des territoires, parce que vous savez que la Banque des territoires a renfloué nos amis d'Orpea pour leur permettre de continuer leur petit bonhomme de chemin. Donc comme c'est historiquement la banque des organismes HLM, nous espérons aussi qu'ils pourront venir à notre secours. Merci. Une réaction, Marie-Hélène Millet ? Oui, merci pour vos propos et merci pour votre action, exemplaire, tous derrière les Bretons. Je me faisais une réflexion aussi, quand on regarde le nombre de places qui sont créées aujourd'hui en établissement, on se rend compte que ce sont les EHPAD privés lucratifs qui créent des places et non pas ni le secteur associatif, privé associatif, ni le secteur public. Voilà, ça peut aussi interroger, ça veut dire que moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais si en fait le lucratif crée plus de place, ça veut dire qu'il y a quand même un business model qui peut marcher. Donc ça veut dire aussi que nous, on a besoin d'argent pour pouvoir fonctionner et offrir un service dont les habitants ont besoin. On n'accueille pas nécessairement les mêmes publics. Nous, les publics que l'on accueille, ils ont... Alors, c'est moins que... Enfin, c'est plus que vos personnes âgées que vous décriviez à 700 € de retraite, mais la moyenne est à 1400 € de retraite. Donc, et donc, on est à 2100, 2200 € de chaque mois. Eh bien, on est déjà bien au-dessus de la retraite des personnes. Donc, on sollicite déjà Alors, on sollicite déjà les familles, on sollicite les patrimoines, on sollicite aussi l'aide sociale. Plus de 20% des résidents de l'EHPAD que je préside sont à l'aide sociale. Donc, on est sur des sujets qui sont extrêmement délicats. Et je pense que, donc il faut trouver... Et les difficultés, les incapacités de certaines personnes à rester à domicile, elles ne sont hélas pas dépendantes de leur capacité contributive. Ça va pas de pair. Merci. Alors, il nous reste une dizaine de minutes peut-être pour quelques questions. On peut revenir sur la première séquence. On va vous donner un micro. Je ne sais pas où ils sont. Ou je vous donnais le mien. Voilà. Alors, je sais pas si... Oui, c'est vrai. Bonjour tout le monde. Moi, je suis élue dans une petite commune du sud-ouest qui est à 30 km au nord de Bayonne et à 5 km de l'océan, ce qui est une catastrophe. Alors, je vous dis pourquoi c'est une catastrophe. Parce qu'on reçoit beaucoup de personnes attirées par le soleil qui viennent prendre leur retraite chez nous et qui ensuite se retrouvent dans les statistiques pour les EHPAD et pour tous les services à la personne âgée. Je voudrais dire une chose, c'est qu'on a remarqué depuis 2024, 2023, on va dire, un plus 20% de personnes âgées de plus de 80 ans. Donc le mur, il n'est pas loin, il est devant nous et on se le prend en pleine face. Voilà. Alors on se le prend sur les transports parce qu'effectivement, les transports sont plus pris en charge par la sécurité sociale. Donc, du coup, on a des gens qui sont là. « Ah, ben, j'ai pas de transport. Ah, ben, le médecin m'a pas donné. Ah, ben, comment je fais ?» Voilà. Y compris des gens de plus de 80 ans, quoi, qui ont une DMLA ou des choses comme ça. Et qui se retournent vers vous. Qui se retournent vers nous et nous, on n'a pas de quoi. Voilà. Bien on sûr. se les retrouve aussi en ce qui concerne les transports toujours pour aller faire les courses. Donc, où on n'a pas suffisamment. Moi, j'ai pleuré ou presque pour avoir une personne pour l'aide aux courses qui est prévue par la communauté de communes, fort heureusement. Et on m'a donné une fois tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Oui, vous faites vos courses une fois tous les 15 jours, vous ? Donc voilà, ça ne va pas du tout.
Et on se les retrouve aussi au niveau des soins, puisque nos médecins disent qu'il n'y a plus de place en USLD. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour la récupération après une chute, etc. quoi. Et puis, bon, évidemment, l'EHPAD, enfin, tout suit, tout est une catastrophe, quoi. Voilà. Merci pour votre témoignage. Luc Carvounas, une réaction. Je voulais réagir aux propos de notre collègue Annie Bras-Denis, parce qu'on est exactement à la fois dans la tonalité de la tribune que vous évoquiez, que j'ai publiée à la Gazette des Communes, et aussi à la réflexion de notre collègue Philippe Laurent. Aujourd'hui, on est face à des politiques publiques gouvernementales low cost, et avoir un collectif de maires devoir attaquer l'État pour avoir gain de cause, on marche sur la tête. Et aujourd'hui, dans cette société du bien vieillir, vous l'avez rappelé, que nous appelons tous de nos voeux, 95% des personnes interrogées souhaitent finir leur vie à leur domicile. Cela pose plusieurs questions. Celle de l'aide à domicile et de l'attractivité de ces emplois. Celle du statut des aidants, dont on ne parle jamais, 8 à 11 millions de compatriotes en France. Celle de l'adaptabilité des logements, quand dans le projet de loi de finances, le budget de MaPrimeRénov' a été sucré de 1,5 milliard. Et donc aujourd'hui, alors qu'Elisabeth Borne avait évoqué fin d'année dernière une grande loi de programmation qui est tombée dans les oubliettes avec le discours de politique générale un mois plus tard du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Cette société du bien vieillir ne peut pas seulement passer sous le spectre médico-social. C'est important. Nous, les CCAS, on gère 60% des résidences autonomes, à peu près 10% des 7500 d'EHPAD en France. Cette question, elle doit être traitée sur l'ensemble de la chaîne. Celle aussi des résidences services seniors. Nous avions protesté il y a 2 ans de cela, quand Aurore Berger, non, c'était l'année dernière, quand Aurore Berger était venue reprendre la suggestion de son prédécesseur. Vous savez, la fameuse enveloppe des 100 millions d'euros pour les EHPAD. Sauf que dans les commissions départementales, les EHPAD publics rattachés aux collectivités territoriales ont été écartés, tout simplement parce qu'on considère que les EHPAD en déficit reliés à une collectivité seront évidemment remis à l'équilibre par cette même collectivité. Et donc on comprend bien qu'il y a une impérieuse nécessité et urgence qu'il y ait une grande cause nationale, évidemment de la santé mentale, on y souscrit, mais surtout de préparer ce que nous les maires on fait. Nous les maires aujourd'hui, mais ça ne peut pas se régler qu'au niveau du territoire communal. On la prépare cette société par nos résidences, par nos EHPAD, par nos résidences services seniors, par les aménagements d'espaces publics, par les transports, par les CCAS qui font des bus d'emplettes, madame, par tous ces sujets-là. Mais à un moment donné, on n'est pas une somme de 36 000 communes. Nous sommes une nation. Il faut un État stratège qui nous projette dans la société dans laquelle on avance. Et malheureusement, eh ben, ils s'en foutent en fait. Et ce sujet majeur, il doit être réglé maintenant. Je n'en ai rien entendu dans le discours de politique générale de Michel Barnier. C'est grave. Donc, à un moment donné, on ne va pas continuer à attaquer l'État. Vous savez, je vais vous dire, à Mayotte, où on a accompagné nos amis mahorais, je vais vous dire que vous compreniez l'état d'esprit du gouvernement, hein, et de ses représentants, les préfets, le préfet de Mayotte en l'occurrence. Nous avons, avec le FSE, porté 2 programmes pour Mayotte. Création de CCAS, formation des agents des CCAS. L'association de l'UNCAS, deuxième plus vieille association de maires, après l'AMF. Nous avons été créés en 1926, l'AMF en 1907. Nous avons fait un portage, avant de récupérer les fonds, de 1 million d'euros. Nous avons conventionné avec l'État. L'État a changé de règles du jeu sans nous prévenir, sans avenant à la convention, et ils nous ont sucré 600 000 euros. C'est scandaleux. Ils nous font les poches à tous les étages. Donc à un moment donné, comment nous allons pouvoir continuer à répondre à toutes ces politiques publiques de solidarité? Moi, je dis respect aux collègues bretons. Je vais regarder avec intérêt ce grand collectif des territoires. Si on ne fait pas cause commune, si on est toujours dans cette vente à la découpe, on n'y arrivera pas. Il faut que chacune et chacun, on travaille ensemble. Merci. Annie Bras-Denis, je vous vois avec le micro. Vous voulez dire une réaction peut-être? Enfin, voilà, on est rendu tellement loin, enfin, on s'est pris le mur quand même, on est rendu tellement loin que là, ça fait partie des questions que je pose aussi à l'État, à la préfète, qui est une femme charmante, en lui disant, et où je dépose le bilan de mon CCAS si je ne peux plus avancer. Ouais. Ah, je ne sais pas, c'est pas prévu par les textes.
Donc du coup, notre collectif et notre association, elle va aussi travailler juridiquement sur ces questions-là en se disant, et le jour où un CCAS est au bout du rouleau, qu'est-ce qui se passe ? Bravo. Parce que moi, la commune, elle fait 2250 habitants. Voilà. Donc vous imaginez bien qu'elle ne peut pas porter un déficit abyssal au niveau de son activité et de son EHPAD. Ouais. Je vois une main se lever. Oui, Annie, je voulais vous remercier. Je suis Gwenola Le Troadec, je suis maire de Pamar. Donc on se connaît, on communique beaucoup ensemble. Donc c'est des Bretons à nouveau. Pourquoi on est là? D'abord, merci d'avoir relevé que dans le discours de politique générale, on ne parle jamais de personnes âgées. Monsieur Barnier, c'est vraiment une honte. Et je pense qu'on l'a tous relevé ici. Donc un énorme sentiment de responsabilité, certes, mais un énorme sentiment de solitude. Et moi, je travaille beaucoup avec l'ARS et le département. Et quand je leur dis, je ne peux plus payer, est-ce que je vais peut-être pas payer l'URSSAF là ce mois-ci, mais je vais pas payer l'électricité. Bon, j'ai un contrôleur de gestion qui me dit l'électricité, ça va être un peu dur de pas payer. Mais c'est à ce moment-là que j'ai droit à un crédit non renouvelable parce que je suis en train de crier famine. Je peux pas supporter de discuter des menus, de dire on fait combien de morceaux de fromage par semaine. C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a un déficit cumulé de plus de 1 million en 5 ans. Et qu'est-ce que l'ARS et le département me disent? À la française, hein. Jamais on a épuré un déficit. Là, j'ai 400 000 euros d'intérim. Je ne peux pas continuer comme ça. Et puis, la solitude des élus, c'est ça aussi. C'est-à-dire, moi, je veux bien prendre toutes les responsabilités. Je voudrais aussi remercier les agents. Les agents, nous, on est 2 élus et 2 agents pour 88 personnes, 60 personnes employées dans notre EHPAD. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Et là, c'est un vrai cri, un vrai cri. Moi, je veux bien être bénévole à l'EHPAD. Moi, si je finis pas mon mandat, je sais où j'irai. J'irai à l'EHPAD. Parce qu'il n'y a personne. Parce que la nuit, on me réveille à 4 h du matin en me disant, il y a une bâche qui s'est envolée. L'eau coule. Et je suis à 7 h du matin. Et vous savez ce que je fais le dimanche matin? Je pose une bâche. Combien de temps on va faire ça? Combien de temps? Je vais vous dire, c'est le seul sujet pour lequel je veux finir ce mandat. C'est l'EHPAD. C'est les personnes âgées. Parce que là, on va voter dans le budget une contribution à nouveau. Mais moi, je trouve que c'est l'honneur des communes de voter des contributions pour les EHPAD. Vraiment, je le fais. Remboursable. Hein, on se revoit dans 1 an. Où est le ministre? Où est le secrétaire d'État? Personne. Même pas dans un discours de politique générale. Même pas le mot personnes âgées. Pendant ce temps-là, on va travailler à une loi sur la fin de vie. Vous ne trouvez pas que ça se croise? Moi, j'ai peur. Merci, merci pour votre témoignage, pour ce cri, comme vous disiez. On arrive malheureusement à la fin. Marlies Millet, est-ce que vous voulez un petit mot de conclusion? Qu'il nous aura fallu plus de temps, ça c'est sûr. Oui, tout à fait, mais moi je trouve que c'est bien de finir par votre témoignage, madame. Je trouve que c'est émouvant et à la fois c'est la réalité du quotidien, c'est le concret et je déplore aussi l'absence effectivement de ministre ici. Voilà, je pense qu'il faut, vous le savez, en tant que maire, on se confronte à des avis divergents et des fois à des sujets qui nous bousculent. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur justement de la confrontation et en tout cas, merci madame. Juste, on va s'arrêter. Juste un dernier mot sur le collectif, qui est une association maintenant, et le président de l'association. Dans l'actualité, chers collègues élus, monsieur le ministre, Christophe Paul avait convenu d'un rendez-vous avec nous ce matin, 13 h 30. Il a été annulé hier, sans commentaire. Moi, un grand merci aux différents... Excusez-moi, aux différents intervenants. Le temps nous a manqué. Bon, c'est un grand classique, mais c'était un vrai plaisir. Et merci à tous qui êtes restés jusqu'à la fin.